La première question est posée par Josiane Savigno. Moi, je voudrais qu'on liquide d'abord ce qu'on a appelé, disons, l'affaire Botul, ce qui est un peu bête parce que c'était pas une affaire. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses, pas nécessairement sur vous et sur le fait d'avoir utilisé une référence qui n'était pas absolument exacte, mais sur la manière dont on peut se saisir de n'importe quelle anecdote aujourd'hui pour éviter de s'affronter à une pensée, de s'affronter à une lecture. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le souci d'appuyer un raisonnement que vous faisiez sur Kant, vous avez trouvé quelqu'un qui appuyait ce raisonnement, un livre, et il se trouve que bon, vous n'avez pas vérifié qui était l'auteur, parce que en fait, quand on trouve un livre et un auteur, on ne va pas toujours dans Wikipédia vérifier si cet auteur existe, on prend pour argent comptant qu'il existe. Et il se trouve que cet auteur était un canular fabriqué par un philosophe. Mais du coup, on n'a pas posé une question, on s'est agité autour de ça. Ah, Bernard-Henri Lévy a utilisé une fausse référence. Mais il y a une question qu'on n'a pas posée et qui m'intéresse, c'est est-ce que ce fait d'avoir utilisé ce fameux Botul invalide ce que vous dites sur Kant? Parce qu'au fond, ce qu'il dit sur Kant, c'est exactement ce que vous pensez. Et c'est un raisonnement que vous êtes capable de soutenir toujours maintenant sur ce qu'est Kant pour vous. Oui, c'est une histoire absolument tordante, cette affaire. Tordue. Oui, tordue naturellement tordue, mais surtout tordante, parce que vous l'avez extrêmement bien résumé. Il y a donc dans De la guerre en philosophie un passage auquel je tiens beaucoup et où j'explique en substance que les philosophes ne sont jamais de purs esprits, ce ne sont jamais de simples machines cérébrales, bref, que les philosophes, contrairement à ce que parfois ils tentent de nous faire croire, ont un corps. Bien. Ont un corps, que les philosophes ont un corps. Platon avait une tendance à croire ou à donner à croire qu'il était un pur esprit figé dans la contemplation immobile du monde des idées. Aristote avait tendance à penser qu'on entrait en philosophie quand on sortait de son corps et qu'on entrait dans l'univers des pures catégories de l'entendement. Et il y a toute une légende, un cliché sur Emmanuel Kant, l'auteur de la critique de la raison pure, de Qu'est-ce que les Lumières, etc., selon lequel il serait lui aussi figé dans son hiératisme, privé de biographie, pure horlogerie mentale et cérébrale, voué à être le pur sujet impersonnel des livres signés de son nom. Et en effet, j'explique que même dans le cas de Kant, et je prenais un deuxième exemple qui était l'exemple d'Althusser, lequel Althusser de la même manière passait de son vivant et se présentait lui-même d'ailleurs comme un praticien de la théorie qui ne respectait que la théorie pure, dégagée de tout affect, prenant sa source dans un anti-humanisme radical et pratique dont il était censé être lui-même l'exemple. Donc je dis, même dans ces deux cas-là, Kant et Althusser, et la réalité, c'est que nous avons affaire à des philosophes terriblement incarnés, dont, y compris la philosophie d'un sujet totalement désincarné, est tributaire du rapport qu'ils avaient à leur corps. Je dis en gros, Althusser ne nous aurait jamais bassiné pendant tant de décennies sur la pratique théorique et la désubjectivation de la philosophie s'il n'avait été un sujet souffrant, passant la moitié de son temps dans des asiles psychiatriques, un torchon entre les lèvres pour éviter de se couper la langue quand on l'électrochoquait. Et je disais que Kant, de la même manière, comme l'ont dit, comme l'ont établi la plupart de ses biographes, et comme il est dit dans un petit livre merveilleux de Jean-Baptiste Botul, publié chez Fayard, enfin au Mille et une nuits, que Kant, de la même manière, n'aurait jamais théoriser cette philosophie des catégories de l'entendement, d'une pensée
corseté par des catégories purement intellectuelles, s'il n'avait été habité, lui aussi, par des démons, traversé par des bourrasques intérieures, agité par les souvenirs d'une jeunesse spirite ou occultiste, etc. Et donc je m'appuyais en particulier, en une ligne et demie, sur un livre donc, qui s'appelle La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Voilà. Alors il se trouve que ce livre-là, qui existe, c'est pas qui est publié chez un bon éditeur. Alors c'est devenu un livre qui n'existe pas, un philosophe imaginaire, une référence fausse, etc. Ce qui est complètement extraordinaire, proprement extraordinaire, mais moins sur le... Sur moi, ça ne dit pas grand-chose que je ne dise moi-même dans De la guerre en philosophie, à savoir que j'ai un usage de la citation très particulier dont je fais la théorie dans le livre, c'est-à-dire que je cite des textes à la sauvage, de manière parfois désinvolte, lorsqu'ils viennent appuyer une idée personnelle. Voilà, j'ai des idées à moi que je veux défendre, et quand je trouve un élément, une référence, un cas dans l'histoire des idées qui vient à l'appui de ma thèse, eh bien je m'en sers pour le renforcer. Moi, c'est très clair, c'est comme ça. Donc il est évident que ce livre-là, j'ai pas dû y passer 15 ans, je pense qu'il ne le méritait pas, qu'on y passe un temps très extraordinaire, etc. Mais alors en revanche, la manière dont toute une petite clique, toute une petite camarilla s'est emparée de cette affaire. Alors c'est devenu Bernard-Henri Lévy voulant régler ses comptes avec Kant. Totalement imbécile. Au contraire, il s'agissait à l'inverse de célébrer Kant et la complexité de la pensée du personnage. C'est devenu cite un livre imaginaire. Le livre, il est disponible, mais je vais arrêter de lui faire de la pub, donc ça va, mais enfin dans toutes les librairies. C'est devenu comment se fait-il qu'il n'ait pas vérifié? Il lui aurait suffi d'un clic sur Wikipédia pour s'apercevoir que Botul était un pseudonyme. En effet, c'est vrai que quand je fais de la philosophie ou de la littérature, je ne vais pas cliquer sur Wikipédia. Je continue de penser, grâce au ciel, que Wikipédia n'est pas la source d'information et de validation la plus fiable des références universitaires. Et ainsi de suite. Alors c'est engouffré là-dedans, vous avez dû en être les témoins, en effet, vous avez dû voir ça, quelque chose à la fois de tordant, oui, et puis d'intéressant sur les mécanismes de l'époque. Justement, Bernard-Henri Lévy, par-delà donc cette micro-affaire, on ne va pas y passer évidemment la soirée à l'évoquer, est-ce que ne s'est pas exprimé à votre endroit un vieux ressentiment, quelque chose, si vous voulez, qui est un ressentiment qui vise là pour le coup le disciple, l'émule d'Althusser, qui pense que la philosophie avant tout c'est quelque chose d'agonistique, c'est une guerre, c'est de l'ordre du bellicisme, et que donc la philosophie repose avant tout sur cette guerre et non pas sur le face-à-face, disons, amolli de deux points de vue qui finissent par converger. Je crois qu'au fond, si vous voulez, au travers de cette affaire, on vous a reproché de continuer à faire vivre une idée de la philosophie qui était celle des 70s. Je crois qu'à travers de cette affaire, on m'a tout reproché. Vous savez, c'est une petite aventure qui m'est déjà arrivée à plusieurs reprises dans ma vie maintenant un peu longue. C'est presque cyclique d'ailleurs, tous les 10 ou 12 ans. C'était pareil au moment de l'idéologie française, c'était pareil quand j'ai fait Le jour et la nuit il y a une quinzaine d'années. Voilà, il y a une volonté, alors il faudrait savoir pourquoi, comment, etc. Une volonté premièrement, d'une façon générale, je le disais à Josiane Savigno dans un entretien qu'elle citait dans un texte qu'elle m'a consacré dans Le Monde, il y a une volonté déjà de ne pas lire. On est dans une époque bizarre où quand on peut trouver une raison de se débarrasser d'un livre et de ne pas le lire, on se dit bon débarras, un de moins. Ça c'est
il y a vraiment cette tentation-là, la volonté de ne pas lire, la volonté d'ignorer, la haine de la pensée, sont aujourd'hui un signe d'époque tout à fait inquiétant, qui va très au-delà de mon cas, mais qui très clairement caractérise l'époque. Et puis au-delà de ça, dans mon cas, non, il y a eu, en effet, on ne va pas y passer la soirée, mais enfin, c'est intéressant quand même, cette histoire absurde, parce qu'après tout, franchement, que Botul s'appelle Botul, ou s'appelle Tubol, ou s'appelle, quel est le vrai nom, je ne sais même plus. Pagès. Voilà, que Botul s'appelle Botul ou Pagès, franchement, who cares, hein, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est même très intéressant les proportions que ça a pris, parce que il y a des histoires de grands faux dans l'histoire de la littérature. Il y a le faux Rimbaud. Alors, les types qui sont tombés dans le panneau du faux Rimbaud il y a 50 ans, en effet, là, c'était intéressant. Il y a des gens qui fabriquent un faux poème de Rimbaud, et il y a Pascal Piat et Maurice Nadeau qui s'émerveillent, qui disent « on a trouvé un nouveau texte de Rimbaud ». C'est un canular. Mais en effet, ne pas reconnaître un faux Rimbaud d'un vrai Rimbaud, je veux bien admettre que cela, ça peut m'arriver. Hein. Mais enfin, en effet, ça dit quelque chose sur la connaissance que l'on a de Rimbaud. J'aurais cité un faux texte de Kant ressorti des oubliettes de la pensée en disant ouah, voilà un texte de Kant qui n'est pas dans ses œuvres complètes. De nouveau, ça aurait été intéressant. Enfin, un vrai livre, vraiment publié chez un vrai éditeur, dont on apprend que l'auteur s'appelle pas Botul mais Pagès. Honnêtement, la belle affaire. Ouais, c'est absurde. Justement, donc, ce qui est vous ne nous avez pas tout à fait répondu. Vous pensez que c'est la thèse qui était visée au travers de ça, non, ou c'est une élucubration? Non, ce qui était visé... Non, la thèse était juste. Le type qui s'appelle Botul ou Pagès, il se trouve par ailleurs que c'est un... pour ça que cette histoire est vraiment débile. Le type est un vrai professeur de philosophie, un vrai agrégé de philosophie, c'est un assez bon philosophe. La thèse est juste. Elle est juste, puisqu'en effet, la thèse consiste à dire, le philosophe allemand en question, Kant, celui dont on disait qu'on savait l'heure qu'il était parce qu'il passait à tel endroit, à tel moment, eh ben voilà, il était plus compliqué qu'il n'en a l'air, ce qui est profondément juste. Donc, c'est ni la thèse, ni rien. Ce qui a été visé dans cette histoire, je crois, pardonnez-moi, mais je crois que c'est moi. Et les thèses que je défends en général. Alors, on va parler, Bernard-Henri Lévy, de la partie sur le génie du judaïsme, parce que c'est vrai qu'il y a une partie dans Pièces d'identité sur les engagements qui ont été les tiens, et au cœur du livre, en plein cœur du livre, il y a cette centaine de pages sur le génie du judaïsme. Au moins 200, oui. 200 plutôt pages. 300 pages. Et même 300, je crois. Gérant Chéri. Alors, vas-y. Il y a une partie que j'avais lue, que j'avais entendue ici, et il y a une grande partie, et qui a été reprise. 300 pages. 300 pages. 300 pages au cœur du livre sur le judaïsme, et il y a toute la partie sur les engagements. Et je voudrais peut-être te solliciter sur l'articulation entre les deux. Parce qu'il me semble que dans tes engagements pour le Biafra, pour le Rwanda, pour le Darfour, dans d'autres engagements, il y a quand même au cœur de ces engagements une certaine vision du judaïsme, une vision universelle du judaïsme qui est au fond de ces engagements-là. Et je voudrais donc que tu ailles peut-être plus loin sur l'articulation entre ces deux choses. Oui, avec joie, d'autant que c'était une conversation récurrente entre moi et un ami très cher dont il me plaît de citer le nom ce soir, que vous connaissez bien et qui a été sur cette scène à nos côtés à plusieurs reprises, qui était Benny Lévy. C'est une question que nous avons souvent évoquée, Benny Lévy et moi, lorsqu'il me voyait revenir du Pakistan,
lorsqu'il me voyait revenir de ma longue série de reportages pour Le Monde sur les guerres oubliées, lorsqu'il me voyait courir le monde d'un bout de la planète à l'autre pour témoigner du sort fait à ce que j'appelais les damnés de la guerre, il me posait parfois la question, en effet, du proche et du lointain. Est-ce que le métier d'un juif est de s'occuper d'abord des plus prochains? Est-ce qu'il est à l'inverse, et pourquoi, et dans quel cas, de s'occuper de ces lointains-là? Est-ce qu'un juif est bien dans son rôle lorsqu'il va dépenser beaucoup d'intelligence, un petit peu d'intelligence, beaucoup de curiosité, peut-être risquer aussi un peu de lui-même au Sri Lanka? Bref, quel rapport? Donc on a souvent eu cette conversation, lui tendant à penser que je perdais un peu mon temps et que je ferais mieux de m'occuper du peuple juif et d'Israël. Et moi je lui répondais que précisément c'était la même chose, que précisément m'occuper de ces causes-là, c'était une de mes manières d'être juif. Parce que pour vous, le judaïsme, c'est avant tout réparer le monde, tikkun olam. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'appartiens à cette frange, à ces courants universalistes du judaïsme que vous connaissez bien, dont Lévinas s'est souvent fait le porte-parole dans certains de ses textes politiques, insistant parfois même jusqu'à la caricature et jusqu'à la tension extrême sur le fait que le judaïsme était aussi l'autre nom d'un humanisme radical. J'appartiens à cette tradition-là. Deuxièmement, en effet, parce que je crois, là encore, fidèle à la tradition, à une tradition qui va jusqu'à Walter Benjamin, je le dis dans un des textes du Génie du judaïsme, je crois à cette idée de réparation du monde, je crois à cette idée d'un judaïsme qui a été donné aux hommes et qui témoigne au sein de l'humanité pour faire en sorte, pour empêcher que le monde ne se défasse tout à fait. Le judaïsme de Rabbi Haïm de Volozhin, dont je parle longuement dans ce Génie du judaïsme, ce judaïsme le judaïsme de Rabbi Haïm qui part de l'idée que le monde a été créé, qui constate ou qui prétend que Dieu, après avoir créé le monde, a voilé sa transcendance et s'est retiré de la scène du monde, qui redoute par conséquent que Dieu ayant voilé sa transcendance, ce monde créé ne court le risque de se décréer, de tomber en poussière, de se réduire à néant, de s'effondrer sur lui-même, et un judaïsme qui dit que la parole juive a été donnée à l'humanité pour pour produire des prières, des commentaires, pour dispenser des enseignements qui auront pour fonction de fournir à la voûte du monde des poutres précaires, des pierres fragiles, une tapisserie de mots faisant obstacle à cette chute en ruine du monde. Donc alors, je crois à ça. Traduction, quand vous allez au Darfour, c'est ce que vous faites. Vous fournissez au monde cette voûte qui l'empêche de tomber sur lui-même, qui empêche son collapsus. Voilà, filer votre métaphore. Je pense en effet qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, comme dans le monde d'hier et d'avant-hier, des pans entiers de l'humanité qui ne sont pas en train de menacer de tomber en ruine, qui sont déjà
ruine. Et c'est en effet le Darfour, c'est en effet cette Afrique dévastée par des guerres sans nom, etc. Troisièmement, je pense que, ça je l'explique aussi assez longuement dans un des textes du génie du judaïsme, de cette grosse partie de ce gros livre. Je l'explique à propos justement du Darfour. Il y a eu lorsque je suis rentré du Darfour en 2007, d'un reportage au Darfour que j'avais fait pour Le Monde et qui était d'ailleurs assez unique en son genre, par parenthèse, pardonnez-moi, mais enfin c'est comme ça, puisque j'étais entré clandestinement au Darfour, comme ne l'avait fait avant moi seulement un médecin français qui s'appelait le docteur Richard Rossin. J'étais entré au Darfour clandestinement, j'étais allé jusqu'au Djebel Mara, passant à travers les zones infestées de Janjaouid, traversant la zone des rebelles institutionnels en train de faire la paix avec Al-Bachir, les zones tenues par le Djem. Et j'avais rapporté donc, avec un photographe qui m'accompagnait, Alexis Duclos, des images totalement inédites de la dévastation et de l'horreur de tout ça. Et à mon retour, j'étais bouleversé par ce que j'avais vu, bouleversé par l'indifférence du monde à ce témoignage que j'essayais de rapporter. Et j'avais organisé à la Mutualité, pendant la campagne présidentielle, en avril 2007, un grand meeting auquel j'avais convoqué tous les candidats à la présidentielle, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, et ainsi de suite, qui étaient tous venus, moi et les quelques autres organisateurs, nous leur avions proposé de signer un engagement, etc., dans le moins qu'on puisse dire, et qui n'a pas été honoré par celui des 4 ou des 5 présents qui a remporté l'élection. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'au lendemain de cette conférence, évidemment, la canonnade a commencé, des deux bords, à gauche et à droite, notamment dans la gauche altermondialiste, genre monde diplomatique, qui, au nom d'un anticolonialisme ancien, mal digéré et concluant mal, prétendait que l'Occident ne saurait donner de leçons au Soudan, qui est un État qui a gagné son indépendance contre un empire colonial, et que les gens qui organisaient ce genre de mobilisation pour le Darfour étaient les héritiers des impérialistes d'autrefois. Et il y a eu des articles, et il y a eu notamment une dépêche de l'AFP, tout à fait extravagante, celle-là aussi, indiquant que les organisateurs de cette manifestation, parce que je n'étais pas seul, avaient tous un point commun, et un seul, outre le fait qu'ils étaient donc d'abominables néo-impérialistes, outre le fait qu'ils remettaient leurs pieds, comme tous les tenants du droit d'ingérence dans les traces du colonialisme de papa, ils avaient un point commun, c'est qu'ils étaient tous juifs. Cela a été écrit dans une dépêche AFP, que je rappelle, dans un des textes de ce livre. Et je réfléchis, je me dis au fond, cette dépêche est abjecte, cette façon de disqualifier une initiative est immonde. Puis je réfléchis quand même, parce que tout est intéressant, là encore. Ça fait partie de ces sécrétions du temps dont Michel Foucault disait qu'elles donnent toujours à penser. Et je m'aperçois qu'au fond, c'est pas non plus complètement faux. Et il est vrai que tous ceux qui étaient présents à cette tribune, à côté de moi, François Zimret, Jackie Mamou et d'autres, en effet, étaient juifs. Et puis je réfléchis un peu plus et je me dis que non, c'est pas tellement ça le point commun. Je me dis que le point commun de tous ceux qui étaient ce jour-là sur la scène de la Mutualité, comme le point commun de tous ceux qui s'étaient mobilisés 15 ans plus tôt pour la Bosnie, comme le point commun de tous ceux qui ont vu clair un peu plus tôt que les autres au moment du génocide au Rwanda,
le point commun de tous ceux qui ont compris que ce n'était pas un combat de nègres dans un tunnel, que ce n'était pas une guerre ancestrale entre deux tribus, que ça n'était pas des règlements de compte sur fond de clivages économiques entre sédentaires et pasteurs et autres calembredènes de ce genre au Rwanda, mais qu'il s'agissait d'un génocide. Je me suis avisé que le point commun à tous ceux qui, dans les 3 cas, ont sonné le tocsin, se sont mobilisés, ont pris le risque de la réprobation et parfois de l'opprobre en appelant à l'intervention. Le point commun à tout cela, dans chacun de ces 3 cas, ce n'est pas qu'ils étaient juifs, mais c'est qu'ils avaient tous réfléchi à un événement qui est l'événement par excellence du XXe siècle, l'objet du siècle, comme disait Gérard Wageman, collaborateur des temps modernes, à savoir la Shoah. Le point commun à tout cela, c'est qu'ils avaient tous la Shoah au cœur, juifs ou pas juifs. Alors ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que ces 3 exemples-là, cette affaire du Darfour, parce que c'est la plus récente, mais les autres aussi, était un démenti vivant à l'une des théories les plus pernicieuses de notre époque, qui est la théorie de la compétition des victimes, et que c'était l'une des illustrations, au contraire, de ce que j'appelle, moi, dans ce texte, en fidélité à ma mémoire juive, la solidarité des ébranlés. Alors, compétition des victimes, ça veut dire il faut choisir, il n'y a de place dans un cœur d'humain que pour une compassion et une générosité, si on a le souci des uns, on ne peut pas avoir celui des autres. Ça, c'est le thème de la compétition victimaire. La solidarité des ébranlés, c'est l'idée au contraire, dont je pense qu'elle est profondément juive et qu'elle est profondément juive moderne. Elle est au contraire que c'est précisément lorsque l'on a compris dans sa chair ou dans sa mémoire, quand on a fait le travail de mémoire et de deuil sur un événement, l'événement par excellence, l'événement absolu du XXe siècle qu'est la Shoah, on dispose d'instruments de perception, on dispose de radars idéologiques, on dispose, comme disait Walter Benjamin, d'avertisseurs d'incendie sans pareil. Autrement dit, en effet, c'est parce que je suis juif, c'est parce que j'ai médité sur la Shoah, c'est parce qu'il y a un texte dans ce livre qui explique pourquoi il est un texte prononcé à Genève quelques minutes après qu'Ahmadinejad ait terminé son discours à l'Assemblée générale des Nations unies l'année dernière. C'est parce que je pense que la commémoration de la Shoah n'est pas seulement un devoir sacré, mais parce que je pense que c'est un acte de civilisation essentiel, qu'en effet, je me mobilise du même élan pour la Bosnie, pour le Darfour ou pour les guerres oubliées d'Afrique. Et enfin, last but not least, et ça c'est ce que j'ai, et j'en parle aussi dans ce livre, c'était l'un des thèmes de mon inlassable conversation avec Benny Lévy. Nous avions en partage, Benny Lévy et moi, le nom de Lévinas, comme vous le savez. Le nom de Lévinas, il évoque un concept, un percept et un concept, qui est le visage. Le visage, c'est pas seulement cette assemblée de traits qui porte ce nom dans la conversation quotidienne, c'est un concept qui dit l'apparaître de l'infini dans l'humain, l'idée de Dieu en l'homme, c'est quelque chose d'évidemment d'extrêmement complexe. Mais enfin, ça s'appelle le visage aussi, et ça n'est pas sans lien non plus avec ce que l'on entend communément par là. Et je faisais observer à Benny Lévy que c'est bien parce que j'étais lévinassien, c'est bien parce que j'étais un juif nourri à la pensée de Lévinas et de Rosenzweig que j'ai passé autant de temps de ma vie
à faire au fond quoi? Lorsque je vais au Darfour, lorsque je vais en Colombie, dans un autre de mes reportages du monde, qu'est-ce que je vais faire sinon identifier, nommer, rendre à des sujets mortifiés leur visage. L'une des choses dont je suis, par exemple, le plus fier dans ma vie, ça a l'air absurde, mais c'est vrai. J'ai fait un reportage en Colombie donc il y a 10 ans, 9 ans. Et dans ce reportage en Colombie, j'avais fait une ou deux choses qui journalistiquement étaient pas complètement ordinaires. Je m'étais rendu, j'avais rencontré l'un des leaders des FARC mort aujourd'hui qui s'appelait Ivan Rios, que j'avais interviewé dans Le Monde. J'avais interviewé le chef des paramilitaires colombiens, mort aussi aujourd'hui, qui s'appelle Carlos Castaño, une espèce de psychopathe dément que j'ai été, je crois, le seul Français à interviewer. Mais ceux dont je suis vraiment le plus fier dans ce reportage et le plus heureux, c'est d'avoir accompagné dans un petit village de Colombie, d'un État reculé du pays qui est l'État de Cordoba, au nord d'un fleuve qui s'appelle le Rio Sinu, dans un village qui s'appelait Quebrada Naín. J'avais accompagné dans ce village de Quebrada Naín 3 paysans, 3 simples gens qui étaient parmi les rares survivants des habitants de ce village qui avaient été 2 fois exterminés. Ce petit village de Quebrada Naín, il avait été ravagé par une opération de paramilitaires fascistes, les soupçonnant d'être des gens liés aux FARC, et ils en avaient tué la moitié, mais ils en avaient laissé une moitié debout. Les FARC, du coup, voyant qu'une moitié était restée debout, se sont dit, s'ils ont été épargnés, c'est qu'ils sont complices des paramilitaires. Ils viennent 8 jours après, ils exterminent la deuxième moitié. Il reste sur les 200 ou 300 habitants de ce village, il en reste quelques-uns, dont ces 3-là. Nous retournons dans ce village, ils y retournent pour chercher quelques effets personnels. Je les accompagne à la fois pour faire mon travail de journaliste et parce que je sais que les accompagnants, je les protège, que la présence d'un observateur étranger fera très vraisemblablement qu'il n'y aura pas de 3e assaut contre les derniers survivants, et c'est en effet ce qui s'est passé. Ils ont pu retourner dans leur maison, chercher l'un un jouet d'enfant de sa petite fille qui avait été assassinée, un autre un ustensile de cuisine, et ainsi de suite. Je racontais tout ça, c'était évidemment bouleversant, ça brisait le cœur. Donc j'étais très heureux d'accompagner ces 3 hommes, mais le plus important pour moi dans ce reportage, et c'est ça pour moi être juif, c'est ça pour moi être lévinassien, c'est ça pour moi la vraie leçon pratique de Lévinas, c'est qu'avec eux, on a dressé un petit mémorial des habitants de Quebrada Naín. On a dressé un petit mémorial de noms. On a tenté à ces morts sans tombe, à ces morts sans archives, à ces morts sans nom, inscrits nulle part, aucune préfecture, aucun registre d'état civil où ces morts avaient été enregistrés, eh bien, on en a dressé la liste. Ils me les ont décrits, ils me les ont racontés, une partie des morts, pas tous, de Quebrada Naín. Eh bien, rendre des visages à des morts sans visage, rendre une identité à des morts morts comme bêtes en grand nombre, comme à Ninive, ça pour moi c'est être juif. Ça pour moi c'est à ça que me sert concrètement pas tous les jours, ça je ne l'ai pas fait 10 fois, mais quelques fois dans ma vie, la philosophie d'Emmanuel Lévinas. Donc c'est pour ça que le lien, il est pas seulement général, c'est pas seulement l'universalisme, etc. Il est concret. La théorie lévinassienne des visages, pour moi, la philosophie du visage de Lévinas, c'est quelque chose qu'il m'arrive de vivre de manière très intense et en essayant d'en faire un outil de réparation du monde.
Et de réparation au double sens. Réparer ce qui peut l'être, ce qui n'est pas encore tombé en ruine, et puis réparation aux morts, évidemment. Et ce jour-là, j'ai tenté de faire réparation aux morts de Kebra-Daneim. Je suis content d'avoir posé la question parce que la réponse était très belle. Je voudrais prolonger sur le thème de réparation en posant une question qu'aurait pu poser, je crois, Benny Lévy. Ce sera une manière de prolonger un peu le dialogue avec lui, parce que je me souviens d'une phrase que tu as eue au moment, à la radio, au moment de la mort de Benny Lévy, qui m'avait beaucoup, qui était resté dans ma tête. Tu avais dit quelque chose de ce dialogue s'est irrémédiablement perdu. C'est-à-dire que ce dialogue aurait pu se prolonger et qu'il s'est arrêté. C'était la même impression d'ailleurs chez Alain Finkielkraut. La question que je voudrais te poser, c'est sur la notion de tikkun. C'est une notion qui est une notion tirée de la mystique juive. Le tikkun, c'est une manière de... Ce sont les vases brisés après la création du monde, les écorces qui se sont... La lumière qui s'est perdue et les écorces qu'on va chercher, qu'on est obligé d'aller chercher pour rassembler tout cela et restaurer, réparer. Effectivement, c'est ça le tikkun. Est-ce qu'il y a, j'ai bien compris parce que j'ai lu, ça apparaît dans différents chapitres du livre et dans différentes conférences, que c'est une notion qui est laïcisée chez toi, le tikkun, la réparation. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du mystique ou du spirituel qui est conservé dans ton approche du tikkun? Du mystique, sûrement pas. Du mystique, sûrement pas. Je te réponds avec beaucoup de franchise. Sûrement pas. Et là encore, l'une des leçons de Lévinas, ou la leçon d'un certain Lévinas en tout cas, parce que c'est Lévinas a dit ceci et puis pas le contraire. Mais enfin, il ne s'est pas toujours tenu à ce que je vais dire, mais enfin, il l'a beaucoup dit tout de même. L'étrangeté du judaïsme au concept classique de religion, l'idée d'un judaïsme vécu et voulu comme une manière de désenchanter le monde et de donner congé en tout cas au mystère, sinon à la mystique, une façon de le désensorceler. L'idée d'un judaïsme opposant le saint au sacré, alors peut-être le spirituel au mystique, je ne sais pas. Mais enfin, un judaïsme profondément laïque. C'est ça mon judaïsme. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Et d'ailleurs, tu parles de Benny Lévy. Là encore, les choses et les gens sont plus compliqués qu'on ne croit. Un jour, je lui avais dit, à Jérusalem, on parlait de tout ça, et je lui avais dit, quelque chose du genre, je ne crois pas en Dieu. Et il avait eu un de ces grands éclats de rire que tu connais bien, et il m'avait répondu, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas ça la question. Étudie. La question, c'est l'étude, c'est pas de croire en Dieu. La question, c'est d'étudier. Voilà. Donc une part de lui pensait cela aussi. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui dans un homme témoigne du spirituel ou non? Est-ce qu'on peut se prétendre immune de cela? Ça, c'est une autre affaire. Mais enfin, ma pratique du judaïsme, c'est une pratique des textes, c'est un rapport à des textes.
ce que je lis dans les textes sur le nom même de l'unique, c'est l'expérience de son absence au moins autant que celle de sa présence. Je dis dans un des textes de ce livre, Génie du judaïsme, qu'une des choses qui distingue pour moi un juif d'un chrétien, et même un mystique juif d'un mystique chrétien, et en tout cas un juif d'aujourd'hui, par exemple de ces chrétiens américains que j'ai beaucoup fréquentés et dont j'ai beaucoup parlé dans un livre précédent, dans American Vertigo, c'est que pour un chrétien, l'expérience, et notamment ces fameux néo-évangélistes américains, l'expérience primordiale, constante, c'est celle de l'omniprésence, de la permanence de Dieu au monde, de sa consistance avec le monde. Les néo-chrétiens américains sont des gens qui pensent que Dieu leur parle sans arrêt, à tout instant, à l'oreille, sous les draps quand ils dorment, dans le jardin quand ils tombent de la pelouse, au volant quand ils brûlent un feu rouge, que Dieu parle tout le temps. Et moi, ce qui m'intéresse chez les penseurs juifs sur lesquels j'ai un peu travaillé, chez Rosenzweig, chez Gershom Scholem, ce qui m'intéresse dans la parole des prophètes, c'est cette expérience rigoureusement inverse d'un nom qui s'absente, d'un Dieu qui s'éclipse, d'une transcendance qui se voile, pour reprendre là encore l'expression de l'âme de la vie, de Rabbi Haïm, pour reprendre d'ailleurs la pensée du Gaon de Vilna, son maître. Voilà. Donc pour moi, le judaïsme, c'est une explication avec tout ça. C'est une expérience du silence de Dieu davantage que de sa parole. Et en tout cas, certainement pas de son bavardage. Je crois qu'en tout cas, alors là c'est ce que nous disent les textes prophétiques, c'est ce que nous disent les commentaires talmudiques, si Dieu parle, sa parole est vraiment extraordinairement rare. Voilà ce que je crois. Mais je voudrais qu'on prolonge un tout petit peu le dialogue avec Benny Lévy, justement parce que vous venez de parler de l'étude. Donc Benny Lévy estimait que le juif n'avait pas été créé pour faire de la littérature, mais pour se consacrer à l'étude. Et je crois que vous n'êtes pas absolument sur la même ligne. Non, il y a un texte aussi dans ce livre où je m'explique. Il y a toute une partie de ce livre d'ailleurs qui consiste en une espèce de... c'est même bizarre d'ailleurs, enfin c'est comme ça. Dieu sait que je suis pas, je crois pas aux forces de l'esprit, comme disait François Mitterrand. Je ne crois pas que les gens soient là quand ils n'y sont plus. Je ne pense pas qu'on vive parmi des morts. Je crois que quand on est mort, vraiment. C'est un vrai choix métaphysique, ça. Et néanmoins, je m'avise que la plupart de ces textes qui constituent les 300 pages de ces génies du judaïsme sont au fond un dialogue avec Benny Lévy. Et un dialogue avec Benny Lévy absent. Et vous martelez, pour poursuivre la question de Josiane, vous martelez « Je suis juif par Buber, par Rosenzweig et par Lévinas », mais en quelque sorte, vous ne le dites pas tout à fait, mais vous suggérez en tout cas que vous ne l'êtes en quelque sorte par rien d'autre. Alors est-ce que ça fait de vous un juif imaginaire ? Bonne question, monsieur Lacroix, si j'en juge par les applaudissements. Pas très nombreux les applaudissements. Mais là, on ne sait plus pour qui sont les applaudissements. Je crois pas... Laisse-le répondre. Non, je ne crois pas être un juif imaginaire. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a plusieurs manières de venir au judaïsme. Et par parenthèse,
je me suis arrêté en chemin, je suis allé infiniment moins loin que lui. C'est pourquoi, puis après je répondrai à Josiane, c'est pourquoi sa mort représente pour moi une perte irréparable, et pas seulement comme c'est toujours le cas pour un ami, mais enfin, mon retour au judaïsme, il ressemble à celui de Béni Lévy. Béni Lévy est allé 10 fois plus loin, mais quand il raconte la façon dont jeune secrétaire de Jean-Paul Sartre, ancien chef de la gauche prolétarienne, philosophe nourri à la pensée pastorale platonicienne, comment il s'est ressouvenu de son judaïsme, il raconte une histoire qui n'est pas très différente de la mienne, c'est-à-dire un retour par la pensée, un retour par les textes, un retour par les impasses de la vision politique du monde et de la philosophie occidentale, un retour au judaïsme parce qu'il trouve dans les textes juifs les réponses aux questions sans réponse posées par la philosophie occidentale. Donc c'est pas, mon itinéraire n'est pas différent du sien. Sauf Bernard-Henri Lévy, qu'évidemment il aboutit à partir de ces prémices et à partir de ce retour, de ce tournement, à des conclusions qui ne sont pas ou qui ne sont peut-être pas encore les vôtres. Il dit notamment que la culture, que les livres, ça ne compte pas, que ce qui compte c'est l'étude et le livre. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'en êtes pas là. Non, je n'en suis pas là. Je comprends qu'il dise 3 choses. 1, je comprends ce qu'il veut dire en disant cela, et c'est une grande et forte pensée. C'est pas le signe d'un aveuglement sectaire, c'est pas le signe d'une orthodoxie pharisienne, comme certains l'ont dit. J'explique dans le chapitre du livre auquel Josiane Savigno faisait allusion, j'explique qu'il y a là, au contraire, une sorte de malarméisme juif chez Béni. Malarméisme, c'est-à-dire, je pense là à la théorie et à l'expérience malarméenne du livre majuscule, de ce livre comprenant tous les livres, de ce livre faisant l'économie du reste des livres, de ce livre à quoi était censé aboutir et dans quoi était censé s'abolir le monde lui-même, le Mallarmé disant que le monde était fait pour aboutir au livre. Donc, cette pensée de Béni Lévy, une intelligence dont le devoir serait de s'épurer ascétiquement, de manière ascétique, par une sorte d'ascèse de l'âme de tous ces livres inutiles, compris dans le livre magistral. Cette pensée-là, c'est pas une réduction, c'est un geste d'une intensité au contraire extraordinaire que je compare donc, et dans ma bouche c'est évidemment un compliment, au geste malarméen. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que Béni Lévy lui-même ne pensait pas tout à fait ce qu'il pensait. Et il faut l'avoir entendu commenter le Phèdre de Platon, il faut l'avoir entendu ferrailler avec tel ou tel heideggerien, il faut l'avoir entendu éclairer un texte de Husserl par un commentaire de Rachi pour savoir que la langue philosophique en lui n'était pas totalement mortifiée, qui ne s'était pas opérée de la philosophie au sens où Claudel disait tentation rimbaldienne chez Béni Lévy, c'est vrai, s'opérer de la philosophie, mais une tentation inaboutie et une tentation, moi je dirais d'ailleurs, heureusement inaboutie. En ce qui me concerne, ça n'est même pas une tentation. Dans ce texte de dialogue, d'interlocution sans réponse, univoque avec Béni, j'explique au contraire pourquoi, pour ma part,
je marche sur les deux jambes. Pourquoi la lecture du Talmud fonctionne en moi comme une invitation à lire le Talmud et à retourner au texte prophétique? Pourquoi l'un se nourrit de l'autre et l'autre de l'un inlassablement? J'explique très concrètement, parce que là encore, il faut être précis. J'explique que le fait de, grâce à Béni Lévy et à d'autres, et à Lévinas, et à d'autres aussi, dont le nom vous serez peut-être moins familier, pourquoi le fait que je sois un peu familier du Talmud me fait lire Proust autrement, et même Céline autrement. Et j'explique aussi pourquoi le fait d'être un fou de littérature, être un fou de Proust, et un fou du premier et du dernier Céline, pas de celui du milieu naturellement, me donne une voie d'accès, une grille de lecture des textes prophétiques et des textes talmudiques qui parfois s'est révélée, dans certains des textes en question, me semble-t-il, porteuse d'une toute petite fécondité supplémentaire. Donc, bien sûr, sûrement pas, dans mon cas, oui à l'étude, non à la littérature, mais oui à l'un et à l'autre, oui à l'un à cause de l'autre, oui à l'autre par le premier. Voilà, et c'est ça ma manière à moi de fonctionner, et cette chose, en effet, que je vis depuis 30 ans, depuis le Testament de Dieu, il y a ce texte, oui, auquel Josiane Savigno fait allusion, où j'en fais la théorie, j'explique pourquoi. Voilà, comment ça marche ensemble, comment techniquement, de même que je vous expliquais tout à l'heure que si je n'étais pas ce juif-là, j'aurais pas passé un an de ma vie à enquêter sur la mort de Daniel Pearl et à célébrer et à tenter de célébrer son nom. De même, si je n'étais pas ce juif-là, je ne lirais pas ni Claudel, ni Proust, ni Rabelais de la même manière. Et j'explique cela dans le détail. Et c'est à cette expérience que personnellement, alors là, que j'invite mes lecteurs ou ceux qui me font un peu de crédit, je les invite à cette double expérience de lecture qui est, je crois, la plus enrichissante, la plus belle et celle où le judaïsme manifeste toute sa splendeur. D'un très grand écrivain juif qui a eu une très grande importance dans ma vie. Je suis revenu au judaïsme, je l'ai souvent dit à travers Emmanuel Lévinas, mais à travers quelqu'un d'autre dont je parle moins souvent et qui n'a pas été sans influence dans ma manière de penser le judaïsme, mais aussi dans ma manière de le vivre. Cet écrivain, il s'appelle Albert Cohen. Et Albert Cohen, personnage non négligeable, avec qui j'ai eu d'ailleurs là aussi une relation d'amitié très, très, très réelle et très vive, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Pour lui, ce qu'il savait de la Bible et ce qu'il savait de la littérature, ça marchait ensemble dans une espèce de double piston ou de dialectique à deux temps, de spirale discursive, où il passait de l'un à l'autre inlassablement. C'est exactement ce que disait Cohen quand il parlait dans Belle du Seigneur du Paris d'antinature et qu'il l'interprétait et qu'il le puisait à la double source de la grande tradition littéraire, notamment celle de Proust justement, et la grande tradition juive, celle dont je vous parlais tout à l'heure, celle dont Lévinas disait qu'elle fera que l'homme sera toujours plus à l'aise et plus chez lui parmi les autres hommes que parmi la naturalité muette des choses. Donc voilà, études et littérature. Alors on va évoquer maintenant, si vous voulez bien, des questions d'actualité, et on a beaucoup de questions à poser sur l'actualité. On va commencer par l'actualité immédiate. Barack Obama va recevoir, est en train de recevoir, ou enfin dans quelques heures va recevoir Benyamin Netanyahou,
qui se trouve à Washington, est-ce qu'il y a une crise grave entre Israël et les États-Unis? Non aujourd'hui, mais attention à demain. Voilà ce que je pense. Non aujourd'hui, je pense que les déclarations de Hillary Clinton devant l'AIPAC hier doivent être prises extrêmement au sérieux. Elles étaient très catégoriques, comme vous le savez, et je crois qu'elles ne laissent pas de doute. Je ne crois pas qu'il y ait une crise grave aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on soit en 91, au moment où James Baker et George Bush père, pour obliger Israël à venir à Madrid à la table de négociation, avait gelé un prêt de 7 ou 8 milliards de dollars. Je ne crois même pas que l'on soit en 1975 ou 16, je crois, ou 17, où il y avait déjà eu un énorme froid américano-israélien avec l'arme financière et économique ou c'est au moment de Jimmy Carter, pardon, c'est un peu plus tard que ça. Donc je ne crois pas qu'on en soit là, et je continue de penser que et Hillary Clinton et Barack Obama, comme je suis venu vous le dire ici il y a 2 ans, sont des amis d'Israël, et je pense que l'alliance avec Israël sera une donnée non négociable du mandat de Barack Obama et d'un deuxième mandat Obama s'il y en a un deuxième, pour des raisons très profondes dont je me suis expliqué ici, que je vous ai exposées, qui tiennent à la biographie de Barack Obama, qui tiennent à la personnalité, à la biographie de la plupart de ses conseillers, et qui tiennent à la biographie de sa secrétaire d'État. Je ne crois pas à court terme à une crise. Par contre, je crois vraiment qu'il y a une espèce d'irénisme ou d'inconscience des dirigeants israéliens et des communautés juives lorsqu'elles pensent que cette alliance, cette proximité serait coulée dans le marbre d'une espèce d'éternité. Ça, je ne crois pas. Je crois que on peut tout à fait imaginer, et il faut imaginer, et ça fait très peur, mais c'est comme ça. Il vaut mieux avoir peur que de se bercer d'illusions. On peut imaginer, et je pourrais vous décrire, une configuration géopolitique, une configuration idéologique planétaire, des rapports de force politiques au sein des États-Unis qui feraient que cette alliance serait fortement mise en question. Je crois que le lobby juif aux États-Unis est beaucoup plus fragile qu'on ne le croit. Je crois qu'il y a des lobbies qui sont en train de se constituer sur le modèle du lobby juif américain. Ça, c'est la grande force de la démocratie américaine, et très bien, qui se constitue sur le modèle du lobby juif et pour s'y opposer et pour lui faire échec. Et je crois que la loi de la démocratie américaine, c'est que si demain ces lobbies-là atteignaient la puissance ou dépassaient la puissance du lobby juif, il y aurait discussion. Je crois que le raisonnement que l'on a vu formulé en France par de sinistres personnages, dont un qui s'appelle Pascal Boniface, et qui avait rédigé une note qui était censée rester secrète, mais qui heureusement ne l'était pas restée, adressée à la direction du Parti socialiste, et qui disait, vous savez, faites attention, la vieille tradition social-démocrate de fidélité à Israël, elle va vous coûter très cher dans un pays où la minorité musulmane, d'origine musulmane ou d'ascendance musulmane, va peser de plus en plus lourd. Il y a des Pascal Boniface aux États-Unis. Il y a des Pascal Boniface aux États-Unis, il y a des lobbyistes, il y a des idéologues.
qui tiennent déjà ce type de discours. Il y a un livre de Walt et Mearsheimer, dont je parle dans un des textes aussi du génie du judaïsme, qui est un livre terrible, qui a été un énorme succès aux États-Unis. Il faut dire qu'ils sont, c'est des paléoconservateurs, des ennemis acharnés du néoconservatisme, qui sont plutôt à droite de l'échiquier politique. C'était mais sur ce coup-là, la droite de l'échiquier politique et la gauche de l'échiquier politique, Mearsheimer, Wald d'un côté et Michael Moore de l'autre, se donnent la main et se retrouvent pour dire, en gros, à l'époque, il y a un gigantesque complot au terme duquel Israël prend d'assaut le cerveau des néoconservateurs américains, lesquels prennent d'assaut le cerveau de George Bush, lequel prend en otage une politique étrangère américaine tout entière à la solde d'Israël et qui perdra l'Amérique au bout du compte. Ce courant-là, il existe en Amérique. Il prend de l'importance, il peut devenir très puissant, et c'est pourquoi je dis, et ça je vous le dis avec gravité, mais je le dis à mes amis américains lorsque je l'ai dit à l'AIPAC l'année dernière à la même époque, je l'ai dit à J Street aussi, mais je l'ai surtout dit à l'AIPAC, ce qui est plus important, il n'y a pas un pacte providentiel scellé comme une alliance éternelle avec un grand A entre Israël et le peuple américain. Ça, c'était le rêve des pères fondateurs. Les pères fondateurs américains pensaient en effet que l'Amérique était un nouvel Israël, au sens biblique du terme, qui donnait lieu à une sorte de nouvelle alliance entre une nouvelle terre, un peuple d'exilés, etc. Il y a eu ça. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait arriver au bout de ce cycle-là. Donc c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, Barack Obama, Hillary Clinton font encore partie, pour des tas de raisons biographiques, personnelles, historiques, idéologiques, de ces alliés indéfectibles qu'Israël a connus depuis sa création, mais cela pourrait très bien demain ne plus être le cas. Et d'ailleurs, j'ai souvent dit ici que la forme moderne de l'antisémitisme était l'antisionisme, je le dis depuis 30 ans, dans ce lieu, ou autrefois boulevard du Port-Royal. J'ai souvent dit, plus récemment, que le néo-antisémitisme, il ne pouvait fonctionner qu'en croisant, qu'en composant trois éléments, en les tressant l'un sur l'autre, l'antisionisme, le négationnisme et la compétition victimaire. Je vous ai expliqué ça ici même il y a 2 ans, je ne vais pas y revenir. C'est ça la tresse fatale, hein. Le néo-antisémitisme, l'idée que la haine des Juifs peut redevenir un sentiment légitime, voire nécessaire. Cette idée-là, elle peut renaître en France, et elle est déjà en train de renaître encore, grâce au ciel, marginalement, au confluent de ces 3 thèses-là. L'antisionisme, le négationnisme, la compétition des victimes. Les Juifs sont haïssables parce qu'ils soutiennent un État nazi, qui est Israël, parce que le souvenir de leur malheur et le deuil de leur souffrance est une manière d'occulter la souffrance des autres victimes, en particulier des Palestiniens, et enfin, afin de renforcer leur soutien à Israël et afin de mieux occulter encore la souffrance des victimes d'aujourd'hui, ils exagèrent leur propre martyre quand ils l'inventent pour être tout à fait négationnisme. C'est ça le dispositif néo-antisémite, le seul à même de jeter le feu dans des âmes en grand nombre et en suffisamment grand nombre pour faire qu'un jour, peut-être, pourrait, ce qu'à Dieu ne plaise, redevenir un mouvement de masse, la vieille fièvre antisémite. Ah ben, je vais vous répondre. La première conséquence à en tirer, c'est que cette tresse-là, c'est pas un phénomène français seulement, c'est même pas un phénomène européen, c'est aussi un phénomène américain. Et ça, c'est une chose très importante dont il faut être conscient.
et je le dis ici, mais je le dis sans cesse, et il y a un texte là qui est issu d'une conférence faite à New York, qui est une conférence annuelle très importante à la 92nd Street Y, qui s'appelle l'État du monde juif. Les trois composants en question, vous les trouvez de la même manière, développés au même degré et en train de s'articuler de la même façon aux États-Unis. L'antisionisme, on vient d'en prendre un exemple, ce livre dont Alexis Lacroix parlait à la seconde. La compétition des victimes, elle est beaucoup plus nocive et virulente encore aux États-Unis qu'en France. En France, on a Dieudonné. En Amérique, ils ont Farrakhan et Nation of Islam. Et toute une partie de la minorité, de la communauté black, une partie seulement, grâce au ciel, qui a rompu le pacte très ancien noué à l'époque de la bataille pour les droits civiques entre les Juifs et les Noirs aux États-Unis. Donc la compétition des victimes, c'est-à-dire il faut choisir, c'est soit les Juifs, soit les Noirs, c'est pas Dieudonné, c'est pas le théâtre de la main d'or, c'est des pans entiers de l'opinion publique américaine. Et enfin, le négationnisme, étrangement, je suis presque plus inquiet pour des tas de raisons, à cause du premier amendement, à cause de la liberté de parole, comme vous savez, beaucoup plus grande aux États-Unis qu'en France, parce que l'idée d'une loi Guesso sur le négationnisme est impensable et inconcevable aux États-Unis, parce que les grands textes négationnistes, leur mecque, leur source, elle est sur la côte ouest des États-Unis. Il y a des soi-disant instituts à Los Angeles où tout ça est fabriqué. Bref, le négationnisme, il a sa patrie au moins autant, sinon à mon avis davantage, aux États-Unis qu'en France. Donc, tout ça pour dire que, y compris là, dans la fabrication, dans l'usinage du néo-antisémitisme, de celui qui peut fonctionner, qui peut donner le sentiment à des femmes et des hommes qu'ils poursuivent le bien en faisant en réalité le mal absolu, il est loin d'être étranger aux États-Unis. Il pourrait au contraire s'y développer aussi vite qu'en Europe, sinon plus vite. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je dis, ça c'est un vrai sujet d'inquiétude pour moi et je passe une grande partie de mon temps aux États-Unis. Et ça va au-delà, c'est ça que je veux te dire. Ça va au-delà de Barack Obama et Hillary Clinton. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça ira très bien avec Netanyahou dans quelques heures. Tout ça va s'arranger. Chacun va sauver la face, etc. Ce n'est pas le problème. En revanche, à moyen terme, je pense qu'on peut avoir des surprises abominables. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis, pour ce qui me concerne, tellement anxieux et tellement pressé que le processus de paix se réengage et qu'Israël sorte de cet état de guerre qui est son lot depuis 60 ans et auquel il survit de manière incroyable et héroïque. Oui, vous avez soutenu Barack Obama depuis le début, même avant qu'il soit connu sur la scène internationale. Donc je voudrais savoir si, comme président, il remplit vraiment vos espoirs, si vous pensez qu'il peut être le président qui fera la paix entre Israël et les Palestiniens, et si vous pensez qu'il ne peut pas y avoir de divergence entre lui et Hillary Clinton sur ce sujet. Je ne crois pas que... Divergence, franchement, je ne crois pas. Et je peux me tromper, naturellement. Je peux me tromper, mais enfin, je suis tout ça de manière d'assez près. Je connais en effet les acteurs en question, Hillary Clinton et Barack Obama. J'écoute, j'entends. Je ne crois pas qu'il y aura de divergence, en tout cas pas divergence pouvant avoir des conséquences catastrophiques. Est-ce qu'il sera le président qui fera la paix entre Israël et les Palestiniens? Moi, je crois que c'est Israël et les Palestiniens qui feront la paix. Je crois que personne ne fera la paix à leur place. Et personne ne dictera à Israël une paix qui ne garantirait pas absolument la sécurité d'Israël. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ça soit l'intention là non plus de Barack Obama. Je crois que la paix se fera.
mais je crois qu'elle se fera entre les peuples et par des actes politiques forts d'un dirigeant palestinien et d'un dirigeant israélien qui retrouveront l'esprit d'Anwar el-Sadat et de Menahem Begin pour opérer un grand geste métapolitique du type de celui qu'on a vu au moment de la restitution du Sinaï. C'est ça qui se passera si ça doit se passer. Obama, comme Sarkozy, comme les dirigeants européens, peuvent fournir un cadre, peuvent fournir des cadres de discussion ou de débat, mais enfin, bien outrecuidant serait celui qui prétendrait imposer une paix. D'ailleurs, il n'y parviendrait pas. Est-ce que Barack Obama est fidèle aux promesses que, en tout cas moi, je voyais en lui? Bizarrement, moi je réponds oui à cela. Et je crois qu'il faut vraiment toute la frivolité de l'époque et toute sa fièvre parfois un peu absurde, son bougisme frénétique, cette volonté que les choses aillent à toute vitesse pour entonner, comme on le fait, le grand air de la déception. Sur le dossier de la santé, par exemple, que vous avez suivi, moi je suis très frappé. Il y a deux choses qui me frappent. Un, le fonctionnement exemplaire de la démocratie américaine. Démocratie où un président est obligé, au sens propre, de mouiller sa chemise. On a vu les images de Barack Obama allant devant le Congrès, allant devant les lobbies, enlevant sa veste, retrouvant la chemise des campagnes, pour arriver à convaincre, à vaincre les réticences, à convaincre les types un par un. Ça, c'est la démocratie américaine. Premièrement, on n'est pas, en effet, c'est pas une démocratie régalienne, c'est pas une monarchie républicaine, ça vient pas d'en haut, c'est un système de check and balance, c'est l'Amérique. Il faut être aveugle comme un monarchiste républicain français pour dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est un président faible, il n'arrive pas à tenir ses promesses, etc. C'est une démocratie forte avant que ce soit un président faible. Et la deuxième chose qui frappe, c'est qu'il s'est battu comme un lion pour faire passer tout ce qu'il pouvait de ce programme, de ce plan de santé, et que ce qu'il a fait passer hier est une révolution dans l'histoire des États-Unis. Et il l'a fait à quel prix? Sous les menaces de mort, dans une atmosphère de lynchage qui n'était intellectuel que parce qu'il n'avait pas les moyens de passer aux actes, avec des manifestations qui le grimaient en noir de l'époque du Ku Klux Klan qu'on allait pendre haut et court parce qu'il était en train de vendre le pays au socialisme, et ainsi de suite. Donc non, moi je suis au contraire impressionné par la force de caractère de cet homme, par la façon qu'il a de rappeler ses promesses et de le tenir autant que faire se peut, de ne pas mentir non plus sur ce qui de ses promesses a été tenu et de ce qui de ses promesses a été perdu. Et tout ça est assez exemplaire et je connais des dirigeants occidentaux qui seraient bien inspirés de s'inspirer de cette rigueur intellectuelle. Voilà. Donc moi je suis... c'est vrai que vous le savez, je l'ai souvent dit, ça m'est reproché d'ailleurs, mais il se trouve que c'est vrai, que j'ai rencontré Barack Obama à l'époque où personne ne le connaissait et que j'ai écrit un texte qui s'appelait un Clinton noir, à l'époque où il n'était pas encore sénateur des États-Unis. Et pour l'instant, je ne pense pas m'être trompé. Maintenant, on verra. Je voudrais ton sentiment sur le rapport Goldstone, puisque tu étais sur les lieux. On avait la semaine dernière Françoise Imré qui a vu le juge Goldstone la semaine dernière en Afrique du Sud et qui rapportait qu'il a trouvé un homme abattu qui regrettait profondément ce qu'il avait fait, d'autant qu'il a du mal à faire la bar mitzvah de son petit-fils parce que les juifs sud-africains sont très remontés contre lui. Mais ce rapport, comme le tribunal Russell, dont on dit qu'il va être mis en place par Stéphane Hessel et Gisèle Halimi, est-ce que tu es sensible à cette
instrumentalisation des droits de l'homme qui a cours en ce moment? D'abord, Goldstone abattu, c'est trop facile. Je veux dire. C'est vraiment trop facile parce qu'il a du mal à... Attends, je ne veux même pas entendre ça. Ce rapport, il l'a parrainé, il l'a coécrit, et ce rapport est indigne. C'est une infamie, et c'est une infamie pour des raisons très précises. D'abord parce qu'il est unilatéral, mais pas seulement parce qu'il est unilatéral, parce que c'est un rapport truqué de bout en bout. C'est un rapport truqué dans sa commande, d'abord. Conseil des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme, Commission des droits de l'homme de l'ONU, à la direction duquel on compte des grands démocrates du calibre du représentant du Pakistan, de l'Iran, de Cuba et ainsi de suite. C'est un trucage dans l'origine. Ça n'a déjà pas de sens, ça invalide par avance la personnalité même du commanditaire, fait que rien de bon ne pouvait sortir de ce rapport. Deuxièmement, la méthode, c'est-à-dire que le rapport Goldstone, deuxièmement, la personnalité des rapporteurs. Il n'y avait pas Goldstone, ils étaient 4. Sur les 4, quand vous regardez la biographie, au moins de 2 d'entre eux, ce sont, et là, ça c'est pas possible, ça aurait dû, je veux dire, on aurait dû arrêter avant même qu'ils ne foutent le pied en Israël, les rapporteurs. 2 d'entre eux, en tout cas, sont des gens qui, dans les semaines qui avaient précédé, avaient signé, ce qui est parfaitement leur droit, naturellement, ce qui est parfaitement leur droit, mais dans le moins qu'on puisse dire, et que cela jetait une ombre sur leur impartialité, des tribunes anti-israéliennes, des pétitions incendiaires contre Israël et contre le principe même de la guerre à Gaza, avant même d'y avoir pénétré. Donc un juge dont la religion est faite avant d'avoir commencé son instruction, c'est pas possible. Et il y a 2 des membres de la commission, pour ne pas parler du 3e, et laissons de côté le cas de Goldstone, qui dans n'importe quel tribunal normal, qui dans n'importe quelle instruction, puisqu'il s'agit d'une instruction, hein, au fond, aurait été récusé par avance. C'est pas possible. On peut pas, on nomme pas quand un juré dans un tribunal a quelque rapport que ce soit avec l'une des parties en présence, ou s'il a eu le malheur de rencontrer au café du coin l'un des avocats, il est récusé. Là, les rapporteurs étaient, au-delà de Gisèle Halimi, au-delà de Stéphane Hessel, des surexcités de l'antisionisme et de la haine d'Israël. Très bien, c'est une opinion. Enfin, on ne peut pas demander à ces gens-là d'être des rapporteurs impartiaux. Deuxièmement, donc l'origine, la personnalité des rapporteurs, le temps passé, je crois que l'ensemble des témoignages ont été recueillis, je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudrait vérifier, je ne sais plus si c'est, en tout cas quelques jours. Est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 6, 7 ? Il faudrait vérifier ça, mais c'est de cet ordre. On ne prétend pas faire la lumière sur une guerre, sur son déclenchement, sur les crimes de guerre éventuels qui ont pu y être commis en 8 jours. C'est pas possible. Je sais comment ont travaillé, par exemple, les observateurs, les instructeurs du rapport de la Cour pénale internationale de La Haye qui a abouti à l'inculpation d'Al-Bachir. Ils y ont passé 1 an. Alors c'est peut-être trop, le Darfour c'est plus grand, possible. Enfin, je les ai vus fonctionner, je les connais, je les ai vus travailler. C'est un travail de fourmi. On croise des informations, on va les chercher, etc. C'est pas un truc qu'on fait bâclé en 8 jours avec une conférence de presse en sortant. Et enfin, 4e, la méthode qui a présidé au rapport, qui est constituée pour l'essentiel de témoignages, et pour l'essentiel de témoignages de Palestiniens. Or, principe de base dans une affaire comme celle-là, on fait témoigner, très bien que des Palestiniens témoignent, mais enfin, on les prend à l'écart, on les amène dans un lieu sanctuarisé,
sans commissaire politique à côté. Et puis on leur dit, voilà, secret du témoignage égal au secret de la confession, c'est vous parlez sous le sceau de l'anonymat. Là, c'est l'inverse. Des auditions publiques en présence de miliciens du Hamas, sous surveillance de la communauté politique palestinienne. Il y a d'ailleurs eu des règlements de compte qui ont suivi certains des témoignages. Je crois qu'il y a eu 2 assassinats de Palestiniens par des gens du Hamas, etc. Donc tout ça fait que la méthode de l'interrogatoire public, le caractère bâclé de l'enquête, la personnalité partisane des enquêteurs, et puis la nature même de la commande, et y compris sa formulation. Tout cela fait que le rapport Goldstone, sa vraie place, c'est pas à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est vraiment à la poubelle. Oui, mais malgré tout, est-ce que ça n'exige pas de vous un effort de pensée supplémentaire, c'est-à-dire, au fond, de questionner cette religion des droits de l'homme dont vous avez été, si vous voulez, pour reprendre les titres des gazettes, l'un des grands instigateurs. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas des moments où la religion des droits de l'homme se retourne contre Israël? Mais il y a des moments où d'abord, j'ai jamais eu la religion des droits de l'homme. Pour moi, ça n'a jamais été une religion, c'est une politique, et c'est déjà pas mal. Deuxièmement, les plus grandes et les plus belles idées peuvent donner des ailes aux cochons. Ça, c'est évident. Et pas seulement aux cochons anti-israéliens. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, il y a presque 30 ans, j'ai écrit un article que vous retrouverez dans Question de principe 1, dans le Matin de Paris. Qui s'appelait « Les droits de l'homme contre les droits de l'homme », où j'expliquais comment, ça c'est en 1981, où j'expliquais comment, je crois que le Parti communiste à l'époque, qui était encore puissant, on était au début du programme commun, etc., avait créé une espèce de grande commission des droits de l'homme, etc., pour s'opposer à ceux qu'on appelait à l'époque les nouveaux philosophes, et qui disaient, attendez, un mort égale un mort, ok, dans ce cas, un mort, parce que c'était un des thèmes, en effet, il y a on choisit plus entre les victimes, c'est pas parce que il n'y a pas des bourreaux privilégiés, des victimes suspectes, etc. Le Parti communiste avait retourné la chose, c'est une vieille histoire, en disant, dans ce cas, la victime d'un accident du travail dans une usine du Pas-de-Calais égale la mort d'Auschwitz. Voilà, donc bien sûr ou un mort de la Colima à l'époque. Pour le Parti communiste, c'était pas un mort d'Auschwitz, c'était un mort de la Colima. Évidemment que c'est faux. Évidemment que c'était ruiné par son fondement même la culture antitotalitaire. Donc, il faut, en effet, les droits de l'homme ne sont pas une religion, c'est un champ de bataille, comme la pensée en général, et s'affrontent plusieurs conceptions des droits de l'homme à partir des mêmes mots, dans les mêmes chaînes discursives, mais qui tantôt deviennent folles et qui tantôt ne deviennent pas, plusieurs conceptions des choses, naturellement, bien sûr. Mais pour moi, ça n'est pas parce que des salopards se servent des droits de l'homme pour délégitimer Israël que je vais renoncer à défendre les droits de l'homme dans le petit village de Kebra-Danaïn ou dans les zones sinistrées du Darfour ou dans les villages sri-lankais qui sont pris entre les deux feux de l'armée singalaise et des tigres noirs, etc. Voilà. Il y a une bataille autour des concepts. Un concept, le concept des droits de l'homme en est un, c'est des champs à haute tension qu'il faut conquérir de haute lutte. Quand j'appelle le petit livre qui est paru il y a quelques semaines de la guerre en philosophie, c'est exactement ce que je veux dire. En voilà un bon exemple. Au nom des droits de l'homme, on peut tenir des positions infâmes, mais laisser le terrain à l'adversaire et laisser le concept de droits de l'homme à ceux qui en font un usage infâme,
serait une reculade insupportable, serait une défaite de l'esprit totale, à quoi moi, en tout cas, jusqu'à mon dernier souffle, je ne me résignerai jamais. Et moi, je défends, en particulier, y compris, certains se servent des droits de l'homme contre Israël, mais moi, je défends Israël aussi au nom des droits de l'homme, au nom des droits des habitants de Sderot, de ne pas vivre terrés dans leur cave et de ne pas faire l'école dans des abris anti-atomiques, etc. Au nom d'une maman, de pouvoir faire ses courses sans courir d'un abri à l'autre pour éviter les roquettes Qassam, etc. Et là, je sais de quoi je parle. Moi, chaque fois que je vais en Israël, la première chose que je fais, et ce n'est pas un pèlerinage, c'est un geste de solidarité. Première chose que je fais depuis des années, depuis le retrait de l'armée israélienne de Gaza, c'est d'aller à Sderot. Chaque fois, j'y vais, passer 2 heures, une demi-heure quand j'ai pas le temps de plus, et y passer la nuit quand je peux. Ben là, il y a à Sderot une violation manifeste des droits de l'homme par un parti fasciste qui est par un gouvernement animé par un parti fasciste qui est le gouvernement du Hamas, et avec la bénédiction de la communauté internationale qui nous explique que tout ça n'est pas très grave, c'est des roquettes artisanales, il faut s'y faire, et ainsi de suite. Au nom des droits de l'homme, je défends la cause des habitants de Sderot. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Je vais vous poser une question. En fait, il s'agit de vous soumettre une thèse. J'aimerais avoir votre avis dessus, mais tout d'abord, je voudrais vous témoigner quelque chose. Vous vous en souvenez peut-être. Un groupe de travail a été créé il y a 3 ans de cela qui s'appelle Le Philosophe dans la Cité. Nous lui avons donné... J'ai voulu que ce groupe de travail porte ce nom en hommage à votre pensée et votre action. Je voulais vous le dire ce soir parce que j'en suis très fière. Je ne suis plus une étudiante aujourd'hui. Je suis fière que ce groupe porte ce nom et continue d'exister. Malgré les mails d'insultes anonymes que je reçois depuis quelques semaines et dont vous pouvez deviner la cause. Et puisque j'ai décidé de ne pas y répondre à ces gens-là, mais que j'ai quand même besoin de m'exprimer, j'ai éprouvé le besoin de vous répondre à vous que voilà, je suis fière que nous nous situions dans ce sillage qui est le vôtre. Voilà pour mon témoignage. Pour ma question, je voudrais avoir votre avis sur une chose. Nous avons assisté à un déferlement de haine également contre la philosophe Elisabeth Badinter, il y a très peu de temps, mais des critiques d'une violence que j'ai moi-même eu du mal à comprendre, étant donné le contenu de son bouquin qui n'est quand même pas... il n'y a pas de quoi faire... tomber des cathédrales, malgré la finesse évidemment du propos, je ne remets pas ça en question, mais enfin bon, déchaîner une telle violence avec un livre sur l'allaitement, excusez-moi, mais je trouvais ça vraiment incroyable. Et vous parliez de transpiration du temps, il y a quelques minutes. Moi je vois là, dans déjà la cabale dont vous êtes victime en ce moment, la cabale dont est victime Madame Badinter également en ce moment, mais aussi un certain nombre de débats de fond derrière lequel j'ai essayé de montrer certains arrière-plans idéologiques et notamment, je crois, un discours qui se présente comme humaniste, mais dont moi je perçois qu'il est en réalité anti-humaniste et dont je crois que des penseurs tels que vous-même et Madame Badinter est aujourd'hui les tenants. Est-ce que vous ne pensez pas que nous avons là, malgré tout, une résurgence d'un débat qui remonte à la scission des Lumières, où nous avions des hommes des Lumières progressistes qui pensaient que l'homme s'arrachait à la nature parce qu'il était perfectible, parce qu'il était engagé dans la civilisation, et une autre frange des penseurs des Lumières qui pensaient qu'il fallait revenir brouter l'herbe pour retrouver notre authenticité. Est-ce que vous ne pensez pas que nous avons là, dans le théâtre que vous avez dressé précédemment et dont j'ai essayé de restituer d'autres éléments, une résurgence de cet arrière-plan idéologique qui me semble être fondamental et que j'essaie de transmettre à mes propres élèves aujourd'hui? Merci de votre question. Écoutez, d'abord merci pour Le Philosophe dans la Cité. Je serais très content d'ailleurs que vous m'en disiez davantage. Je vous laisserai mes coordonnées, ça me ferait très plaisir d'en savoir plus. Et si c'est un site internet, j'aimerais beaucoup voir à quoi il ressemble. En ce qui concerne Elisabeth, en ce qui concerne les Lumières, vous avez évidemment totalement raison. C'est la grande affaire. Prétendre s'arracher à
à la nature en soi, pratiquer un antinaturalisme conséquent, vivre sa liberté comme une expérience qui justement est en rapport dialectique et d'arrachement par rapport à la nature, c'est une des aventures les plus périlleuses et les plus mal vues qui soient. Et le judaïsme, c'est ça. Quand Albert Cohen parlait de Paris d'antinature, c'est exactement ce qu'il disait. Quand Lévinas dit que le judaïsme, c'est ce qui nous arrache aux démons des bosquets sacrés, c'est exactement ce qu'il dit aussi. Et le judaïsme, les Lumières et le féminisme tel que Madame Badinter l'incarne et tel que Simone de Beauvoir l'a fondé, c'est encore la même chose. Et dans les attaques dont Elisabeth Badinter est l'objet, vous pouvez entendre l'écho de deux choses. L'écho de ce dont nous parlions au début de cette conversation, sûrement, mais aussi l'écho qui a accueilli ce grand livre qui s'appelait Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, et qui disait à peu près ça aussi, qui disait la gloire d'un humain, c'est de ne pas être rivé à lui-même, c'est de ne pas être assigné à ses conditions de production, c'est de vivre sa vie comme une aventure de liberté, c'est de considérer sa situation comme quelque chose qui doit avoir une issue et qui doit se résoudre en projet, et cela n'est pas l'apanage des hommes, à cela les femmes ont aussi droit. Ça s'appelait Le deuxième sexe, ça a valu à Simone de Beauvoir une quantité d'insultes, un déchaînement de hyènes, des phénomènes de meute comme on n'en a pas connu depuis, et elle n'a pas besoin d'être juive pour ça. Elle ne l'était pas, comme vous le savez. Et c'est la fin de cela, ou la répétition de cela, que l'on voit se produire autour d'Elisabeth Badinter. Et vous avez raison, une femme libre, un homme libre, l'expérience d'une liberté et l'explication des conditions de possibilité d'une liberté, c'est une des choses les plus insupportables qui soient. Et dans le cas de Badinter, et dans le cas d'autres, il y a un texte dans ce livre, d'ailleurs l'un des rares où je m'explique dans une conversation avec un interlocuteur sur la réprobation dont je peux être l'objet. C'était avant la Kabbale récente, mais la Kabbale récente, elle n'a fait que répéter des choses que j'ai connues dans le passé. Et moi, ma thèse, je crois que ce dont il m'arrive d'être la victime, c'est un peu lié, bien sûr, aux thèses que je défends, ça c'est sûr. Il y a parfois un parfum d'antisémitisme, c'est probable. J'y suis moins sensible, mais c'est probable. Mais il y a une troisième chose, c'est que je crois que, pardon de le dire, ça peut vous paraître immodeste, mais je crois que c'est pourtant vrai. Je crois que je suis presque aussi libre qu'il est possible de l'être. Voilà, presque aussi libre qu'il est. On n'est jamais tout à fait aussi libre qu'on pourrait l'être. Presque aussi libre qu'il est possible d'être. Et je crois que cela est insupportable à beaucoup. Et chaque fois qu'il y a eu, je ne suis pas le seul, il y a d'autres écrivains aujourd'hui, il y en a eu beaucoup d'autres dans le passé, et des bien plus grands que moi, le spectacle d'une liberté en mouvement, le spectacle d'une pensée qui n'attend pas d'autrui qu'elle la réquisitionne, le spectacle d'une femme ou d'un homme qui se missionne lui-même, qui n'attend ni d'un pouvoir, ni de l'esprit du temps, ni de l'actualité, qui lui donne son ordre de mission et qui lui dicte son agenda, parce que c'est ça la liberté, telle que la pratique Elisabeth Badinter et telle que j'ai essayé de la pratiquer. Ce spectacle-là est un des spectacles les plus insupportables qui soient. Dites-vous-le bien, c'est un spectacle insupportable. Le spectacle d'un homme qui, comme je le fais dans ce livre, arrive en Israël, à la frontière du Liban, au premier jour de la guerre de 2006, et qui s'aperçoit que c'est aussi le jour anniversaire
du déclenchement du début de la guerre d'Espagne, et qui dit être frappé par l'évidence que les soldats de Tsahal sont les héritiers des républicains espagnols de 1936, et que de l'autre côté, du côté du Hezbollah, il y a l'héritage terme pour terme, le lignage absolu, la dynastie évidente de ceux que les républicains avaient contre eux. Le spectacle de quelqu'un qui ose mobiliser l'histoire au titre de cette thèse-là, que Tsahal et les républicains espagnols, c'est pareil, et que le Hezbollah et les franquistes et leurs alliés mussoliniens et nazis, c'est la même histoire. Le spectacle de cet intellectuel, c'est-à-dire moi, puisque je me suis rendu en Israël pour Le Monde, le premier jour de la guerre, que je me suis MBD dans une unité d'élite Golani pour voir comment cette guerre s'opérait, et que j'ai témoigné des scrupules que les soldats israéliens manifestaient dans leur riposte au tir du Hezbollah et de leur souci d'éviter les victimes civiles, ce spectacle-là est un spectacle insupportable. C'est ma liberté de penser, ma liberté de mouvement d'abord, ma liberté de penser, ma liberté de me servir de ma propre mémoire de la manière que je l'entends, ma liberté de toucher du doigt une profonde vérité. Cette liberté-là, je l'ai écrite dans Le Monde, je l'ai reprise dans ce livre-là. Elle a provoqué, là aussi, un déchaînement de haine inouï. Alors, il y avait les thèses, il y avait un peu d'antisémitisme, et il y avait aussi la haine de cette liberté-là, que je revendique hautement. On arrive, je m'excuse, on arrive au terme de l'émission, de la soirée, mais je voudrais peut-être qu'on prenne encore une ou deux questions, et brièvement, madame, monsieur, allez-y, alors allez-y. Bonsoir Monsieur Lévy, tout d'abord On peut peut-être regrouper deux ou trois questions. Je vais regrouper déjà deux questions, peut-être dans l'Assemblée il y aura une autre question qui se rapprochera de la mienne. Deux pans. Tout d'abord un pan français et un pan israélien. Le premier pan et le pan français, c'est une vision camusienne de 1958 qui a été développée par Camus, qui était invité par des amis méditerranéens en Espagne franquiste, je reviens sur vos propos, et qui soulignait qu'il avait des amis français, et bien sûr mes amis d'Israël, de l'exemplaire Israël que l'on veut détruire sous l'alibi commun de l'anticolonialisme, mais dont nous défendrons le droit de vivre, nous qui avons été témoins des massacres de millions de juifs, et qui trouveront juste et bon que leurs fils créent leur patrie, que nous n'avons pas su leur donner. Camus souligne ça en 1958. Et aujourd'hui, dans certaines universités françaises, on relit un auteur et un théoricien du droit qui s'appelle Carl Schmitt, qui demandait expressément, en 1938, qu'on marque sur les livres, dans les librairies et dans les bibliothèques universitaires, qu'un livre était juif d'un livre non juif. Pensez-vous aujourd'hui, comme vous soulignez qu'il y a un génie du judaïsme, pensez-vous qu'aujourd'hui, certains êtres, en France, comme dans le monde, devraient acquérir l'âge de raison du judaïsme? Merci. Merci. Encore une ou deux questions. Madame, oui. Prenez le micro. Merci. C'était juste une question sur les États-Unis. Vous avez parlé du lobby juif qui était moins puissant, enfin bon, qui s'affaiblissait. Est-ce qu'aux États-Unis, finalement, la plus grande influence en faveur d'Israël n'est-elle pas celle des chrétiens, des évangélistes et des reborn, même si ça chagrine ou ça peut paraître excessif, mais il me semble que du temps de Bush, ces gens-là étaient très puissants et qu'ils le sont encore restés. Et d'autre part, dans la haine qu'on a contre vous, vous avez oublié plusieurs éléments, par modestie peut-être, mais le fait que vous ayez les moyens de faire ce que vous vouliez est une des choses que les gens envient certainement et qui fait partie de ces attaques contre vous. Derrière, monsieur, oui. Vous semblez nourrir un réel espoir qu'une paix soit possible entre les Israéliens et les Palestiniens. Et moi, je me demande comment cela est possible quand on voit
que de part et d'autre, il y a des divisions extrêmes. Un pays, pour les Palestiniens, c'est un pays qui est coupé en deux. Pour les Israéliens, vous voyez, il y a des divisions extraordinaires. Un gouvernement est très difficile pour avoir une majorité, pour gouverner. Ça me paraît vraiment très difficile d'avoir des espoirs dans cette situation. Dernière question, allez-y. Dernière, allez-y. Monsieur demande ce que Bernard-Henri Lévy pense des propos d'Éric Zemmour sur... Alors, les propos d'Éric Zemmour qu'il a tenu à la télévision, du fait qu'aujourd'hui il a eu un entretien préalable de licenciement du Figaro, et à la limite comparativement du comportement de Stéphane Guillon. Enfin ça c'est moins grave, c'est moins important pour moi. Surtout les deux premières questions. Voilà. Je crois qu'on va arrêter là parce que on voudrait aussi que ceux qui souhaitent faire signer le livre... Oui, alors brièvement, monsieur. Une question fondamentale. Excusez-moi. Bernard-Henri Lévy a très bien évoqué la fameuse stress, si vous voulez, antisionisme, négationnisme et compétition victimaire. Nous trouverons ça, si vous voulez, parfaitement réuni dans l'attitude d'Ahmadi Denjab et de sa clique. Alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que M. Bernard-Henri Lévy pense justement de cette affaire de la course au nucléaire de l'Iran, parce que ça me paraît une question quand même cruciale et qui met quand même, qui menace à la fois l'existence d'Israël et puis qui aussi est une menace pour toute la diaspora juive. Voilà. Vaste question. Bernard. Bien, alors je vous réponds en quelques mots. Qu'est-ce que je pense de déclaration d'Éric Zemmour? Je vais vous paraître peut-être très ignorant, mais enfin, il est vrai que j'arrive là. J'étais hors de France tous ces derniers jours. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne suis pas au courant. Donc je ne vais pas pouvoir vous répondre là-dessus. Il a dit qu'être un juif d'affirmation, c'était déjà être un peu comme Tariq Ramadan. Honnêtement, je ne vais pas vous... oui, enfin, s'il a dit ça, ça se passe même de commentaires. Ah non, bah ça, non, mais ça, il me l'a dit à moi dans une émission. Oui, ah oui, ah bah ça, je l'ai entendu, ça, oui. Oui, ça, c'est... Ça, en effet, il m'a comparé à Tariq Ramadan. Je ne vais pas vous dire davantage aujourd'hui que je n'en ai dit ce jour-là sur le plateau de Laurent Ruquier. Le propos m'a semblé si sot. Que les bras m'en sont tombés et que je n'ai même pas pris la peine de répliquer. L'honneur de la pensée, c'est parfois de ne pas daigner répondre à des déclarations aussi ineptes. Enfin, voilà. Donc ça m'intéresse pas. En ce qui concerne la paix, monsieur... est-ce que la paix est possible ou pas, étant donné la division ici ou là? La question n'est pas de savoir si la paix est possible ou pas, c'est que la paix est inévitable. Il y a un grand propos de Shimon Peres qui a dit un jour que le contraire de la paix en Israël, c'était pas la guerre, que c'était l'enfer. Le contraire de la paix, c'est pas la guerre, c'est l'enfer. Et l'enfer, ça veut dire quoi? Ça veut dire la guerre permanente, ça veut dire un État qui demain ne sera plus un État juif, ça veut dire un État sioniste où il y aura une majorité de Palestiniens. Tout ça n'a pas de sens. C'est la paix ou l'enfer. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est cela dont je crois, enfin je vais assez souvent en Israël et j'en suis assez familier pour avoir le sentiment que c'est de cela qu'une partie croissante de l'opinion israélienne prend conscience, qu'elle soit de gauche ou de droite. Et la thèse d'Amos Oz, dans Aidez-nous à divorcer, expliquant que dans cette affaire-là, il était inévitable que chacun fasse le deuil d'une part de ses illusions et de son rêve, et que c'est ce qui est en train de se passer. Je crois qu'Oz a raison, en tout cas du côté israélien. Donc cette paix-là, elle aura lieu. S'il n'y a pas de partenaire en face, il faudra peut-être déclarer la paix comme on déclare la guerre.
Peut-être Israël devra-t-il finir un jour, et moi je crois que c'est ce qu'on aurait dû faire déjà depuis très longtemps, y compris du temps d'Arafat, dont il n'est pas certain, en effet, qu'il était prêt à troquer de gaieté de cœur son statut de grand voyageur international, réincarnation de Che Guevara contre le rôle plus ingrat de bâtisseur d'un vrai État. Ça fait longtemps, moi je pense, qu'il aurait peut-être fallu dire aux Palestiniens: voilà messieurs, voilà les clés de l'État, c'est difficile, c'est ingrat, nous on a fait ça il y a 60 ans, c'est pas tous les jours facile, mais voilà, débrouillez-vous. Je pense que cette déclaration de paix pourrait peut-être un jour s'imposer, et que c'est ça, encore une fois, ou l'enfer. Troisièmement, les néo-évangélistes et les reborn, c'est vrai que ce sont les alliés d'Israël. C'est vrai aussi que c'est une des raisons qui font que je crois cette alliance plus fragile qu'on ne le croit. Ce sont des alliés, mais ce sont des alliés non fiables. Voilà ce que je crois. Ce sont des alliés incontestables. Heureusement qu'ils ont été là, peut-être, dans ces dernières années. Mais enfin, ce sont des alliés avec lesquels je recommande, moi, personnellement, de ne dormir que d'un œil. Parce que des alliés qui sont mes alliés parce qu'ils pensent que je suis le lieu où l'Esprit Saint va se réincarner et où le Messie va revenir et qu'il faut lui faire une piste d'aéroport aussi grande et belle que possible, c'est des alliés quand même sur la raison desquels je peux avoir quelques doutes et qui ont quelques raisons de m'inquiéter. Donc je pense que ce n'est pas les meilleurs ni les plus sûrs des alliés, mais enfin, il faut prendre tant qu'ils sont là. Ahmadinejad et l'Iran, que voulez-vous que je vous dise? Sinon que j'étais en Israël justement il y a quelques semaines dans des circonstances qui m'ont permis justement de parler de cette question iranienne avec, dans les mêmes heures, dans les mêmes 48 heures, avec le président Shimon Peres, qui a été le Premier ministre Netanyahou, avec le ministre de la Défense Ehud Barak et avec le ministre chargé de en particulier ce dossier qui est Dan Meridor. J'ai fait découvrir Israël à deux représentants remarquables de la révolution démocratique iranienne. Je ne veux pas les nommer parce qu'il ne faut pas le faire. Je leur ai fait, à leur demande, découvrir Israël et j'ai organisé pour eux, en ma présence, donc, ces 4 rendez-vous-là, Peres, Netanyahou, Ehud Barak, Meridor. Je pense personnellement, la règle du jeu d'ailleurs en porte témoignage jour après jour, qu'en effet c'est l'une des questions, sinon la question cruciale d'aujourd'hui. Mais je suis rentré de ce voyage en Israël avec 2 certitudes que je vous donne, comme je les ai perçues, et j'espère que ça sera une réponse à votre question. Avec 2 certitudes. La première, c'est que les Israéliens ne permettront jamais que l'Iran d'Ahmadinejad arrive au seuil du nucléaire militaire. Israël ne le permettra pas. C'est ma première certitude. Et ma deuxième certitude, c'est qu'Israël déploiera dans les mois qui viennent et déploie dès aujourd'hui une activité diplomatique et un activisme politique d'une extrême intensité pour éviter que l'on en arrive à cette issue-là. Les dirigeants israéliens sont à la fois persuadés qu'un Ahmadinejad nucléarisé est impensable et que la guerre contre Ahmadinejad serait une catastrophe. Les Israéliens d'aujourd'hui, les 4 que je vous ai cités, vivent dans ce double bind, dans cette mâchoire-là. Impensable qu'Ahmadinejad ait la bombe,
catastrophe de lui déclarer la guerre, catastrophe de déclencher, de prendre l'initiative de cette guerre-là, catastrophe parce que précipitation du monde dans une zone d'incertitude et de turbulence, aujourd'hui, aux conséquences incalculables. Je crois que c'est ça la situation. D'un côté, on a affaire à un nazi, et un nazi, il faut l'arrêter avant qu'il n'ait les moyens de détruire le monde ou une partie du monde, mais de l'autre côté, cet affrontement-là, il faut tout faire pour l'éviter. Et je crois que c'est l'enjeu de la période qui vient, et c'est l'enjeu des prochains mois, et c'est le véritable enjeu, on me dit Obama, des relations israélo-américaines aujourd'hui. Dernière question, Carl Schmitt et l'exemplarité d'Israël. Alors ça, vous avez peut-être déjà lu Pièce d'identité, j'en sais rien. Mais ces deux questions, ce sont deux des questions auxquelles je ne saurais mieux répondre qu'en vous renvoyant à ce livre. Sur Carl Schmitt, c'est un de ces signes inquiétants de l'époque contemporaine dont je vous parlais tout à l'heure. Le retour de Carl Schmitt, le retour de ce médiocre intellectuel nazi au premier rang des références dans le débat intellectuel français, notamment à l'ultra-gauche. Ça, c'est une des choses qui me semble très inquiétante et j'y consacre quelques pages dans Pièce d'identité. Le fait que des gens, que les tenants de l'hypothèse communiste, comme on dit aujourd'hui, du retour de l'hypothèse communiste, le fait que des gens comme Alain Badiou, comme Zizek, comme Slavoj Zizek, comme Jacques Rancière, comme Étienne Balibar, croient bon de se référer au décisionnisme schmittien pour refonder un politique d'abord qu'ils espèrent ainsi voir échapper au maurassisme, il y a là une ruse de la raison effrayante pour une oreille un peu instruite et une oreille un peu fine, mais qui en dit peut-être très long sur les dérives terribles de l'ultra-gauche aujourd'hui. Ça, c'est sur la question Carl Schmitt. Sur la question de l'exemplarité d'Israël, là encore, vous avez peut-être déjà lu le livre, au fond, je ne sais pas. Il y a dans ce livre un long texte où je réponds à cette question, où je dis, c'est un texte qui a été prononcé à Jérusalem d'ailleurs, où je dis naturellement qu'il n'y a pas de peuple saint, où il n'y a pas d'État parfait, où tous les gouvernements commettent des erreurs, où c'est le propre de la démocratie que de faire principe de son imperfection même, et qu'Israël n'échappe pas à cela. Que cela étant dit, un État, un pays qui réussit à maintenir les principes et la qualité de sa démocratie à travers 60 ans de guerre continue, dans un monde où il suffit de 8 ans de guerre contre le terrorisme pour faire suspendre quelques libertés civiles aux États-Unis, dans un monde où il a fallu aux Français 4 années de guerre d'Algérie pour exercer une censure sur toute une partie de la presse. Donc un Israël restant fidèle à ses principes démocratiques au fil de ces 60 années. Un Israël pratiquant la multi-appartenance, l'intégration des minorités, le multiculturalisme, de la façon dont il le fait depuis sa création jusqu'aujourd'hui, depuis l'intégration des juifs russes à l'époque brejnevienne, jusqu'à cette magnifique aventure biblique, odyssée biblique qu'a été le retour des Falachas, il y a là encore une exemplarité, une leçon qui pourrait être donnée à toutes les démocraties qui ont des problèmes de minorité, qui ont des problèmes d'intégration et de citoyenneté. La fabrique de citoyens en Israël est une des expériences les plus réconfortantes et les plus exemplaires dans le paysage démocratique aujourd'hui. Donc pour ces deux raisons-là, au moins, mais il y en a d'autres, je crois que malgré ces erreurs,
comme pour toutes les démocraties naturellement, malgré la médiocre qualité de ses élites politiques bien souvent. Et il y a aussi un texte dans ce livre où j'explique par quel mystère Israël est un des... Pourquoi le peuple juif a produit autant d'immenses artistes, de très grands philosophes à travers les âges, une si grande quantité de prix Nobel, une si extraordinaire floraison de grands musiciens, et pourquoi sa classe politique est si souvent médiocre, et pourquoi d'ailleurs à l'instant même où un prix Nobel ou un très grand artiste ou un grand penseur devient politique, il devient médiocre. Il y a un texte là-dessus dans le livre qui s'appelle « L'étrange expérience de la souveraineté juive ». Eh bien, à ces réserves près, peut-être aussi à cause de cela, d'ailleurs, il y a une très grande exemplarité à mes yeux de l'expérience d'Israël jusqu'à aujourd'hui, et il y a une leçon, et une leçon de lumière, qu'Israël peut apporter au monde et que j'essaie de déployer dans ce génie du judaïsme. Je vous remercie. Merci.